Bienvenue sur la chaîne de l'Abominable Gardien, une chaîne dédiée au JDR en général et à l'appel de Cthulhu en particulier. Si l'indicible vous amuse, si l'horreur la plus horrible ne vous effraie pas, rejoignez-nous. N'hésitez pas à liker, à actionner la petite cloche et à partager. Que l'aventure commence. Vous êtes tous les 4, donc répartis entre les deux pièces. Vous avez l'impression que les deux sphères se rapprochent l'une de l'autre de plus en plus. Et en même temps, en levant les yeux vers le point justement où elles convergent, où elles se croisent, vous avez l'impression également d'apercevoir une altération de l'air. Au sol, Shapiro baigne dans une mare de sang verdâtre et il a retrouvé son apparence reptilienne. Que faites-vous ? J'observe un peu plus les sphères en question. J'essaye de m'approcher et lentement d'approcher ma main, mais vraiment très prudemment pour voir si quelque chose se passe au fur et à mesure que j'approche ma main d'une des sphères. Les sphères sont à peu près à 3-4 mètres au-dessus de toi. Donc tu peux t'approcher que dans une zone périphérique. Alors j'essaie de pinguer si seulement je peux, ça serait pas mal. Tu peux faire le tour de la base de la pyramide. Tu peux pas, donc tu peux tendre ton bras, mais tu peux pas faire grand-chose. C'est aveuglant, c'est-à-dire que même si tu lèves les yeux, tu es aveuglé en fait par ça. Donc tu te protèges un peu les yeux et tu essayes de tendre le bras, mais à part sentir de la chaleur au passage de l'une des deux sphères et du froid au passage de l'autre, tu ne ressens rien. Que l'un d'entre vous a une idée de ce que pourrait signifier tout cela ? Non, absolument pas. MJ, je l'avais fouillé, Shapiro, à la dernière séance, il avait rien sur lui, je crois. Il n'avait rien sur lui. Il n'avait absolument rien sur lui, si ce n'est un pistolet, un calibre 38, c'est tout. Il faut se souvenir que Sofiane s'était aventurée dans le couloir et était tombée sur la sphère. Tout à fait, oui. Il y a cette sphère qu'on a trouvée par là-bas au fond, qui a l'air de pouvoir abriter au moins deux personnes. D'accord. Alors peut-être qu'en se serrant, on pourrait peut-être rentrer à 4. Et qui serait potentiellement un moyen, selon ce que j'en pense, de pouvoir s'échapper avant que peut-être ces deux sphères ne se rejoignent. Et selon vous, cette sphère est un véhicule ? Eh bien, je ne suis pas un spécialiste de cette technologie, mais s'il y a des sièges, ça veut dire que des personnes doivent pouvoir s'installer. Tirer à la courte paille ? Vous êtes peu radical. Je pensais que nous pouvions nous faire une petite place pour nous sceller les uns contre les autres. La pièce dans laquelle tu te trouves est une pièce qui ressemble à une salle de contrôle. Il y a des écrans, tu es stupéfait parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas, qui projettent toutes sortes d'informations que tu ne comprends pas. Il y a également des pupitres qui font le tour de cette salle et qui sont recouverts de diodes, de boutons et d'ampoules qui s'illuminent de manière complètement anarchique. Giovanni, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me faire un test de TOC dans un premier temps ? Je peux le faire. Alors, where is the TOC ? Je le trop objet caché. Tu as réussi. Oui. Ton regard est attiré par un écran, le plus grand, qui est central, qui est par ici, là où je ping, et qui projette une carte du monde. Tu reconnais une carte du monde, et tu vois que cette carte est recouverte de points, comme des points de géolocalisation. Mais tu ne les comprends pas. Est-ce que tu peux me faire un test sous crypto, justement ? Bien sûr. Oh, c'est un échec cuisant. C'est un échec cuisant. Tu vas faire en parallèle un test d'intelligence, parce que effectivement, tu ne vois pas grand-chose, mais peut-être que tu peux comprendre des choses malgré tout. Très bien. Il y a toutes sortes de points qui s'illuminent sur la carte. Certains de ces points, finalement, ne font que clignoter. Et il y en a un, plus que les autres, qui retient ton attention. Il s'agit d'un point situé au niveau de l'Islande. D'accord. Voilà, tu vois qu'il y a un point. Il y a également un point sur Bornéo que tu situes à peu près à l'endroit où tu te trouves. D'accord. Tu en conclus aisément que cette carte présente peut-être d'autres points tels que le site dans lequel tu te trouves. Est-ce que le site où je me trouve clignote d'une manière particulière ? Non. Il clignote avec la même fréquence que certains points sur la carte. Tu bloques sur ce point clignotant au niveau de l'Islande qui est plus
plus marquant que les autres. De là où tu es, tu remarques, avec un peu de distance, véritablement une forme d'altération de l'air au-dessus de la pyramide, à l'endroit où les sphères se croisent, et tu as l'impression que ça ressemble un peu à un mirage, comme s'il y avait une surface qui était en train de se créer, surface verticale, liquide. Nous, on voit juste une distorsion sans pouvoir définir ce que... Effectivement, parce que vous n'arrivez pas à le délimiter. Alors que de là où se trouve Giovanni, il voit clairement que ça prend une forme un peu ovale et que ça se stabilise un petit peu verticalement. Que faites-vous, tous ? Moi, je vais répondre déjà à Andersen qui me demandait si j'avais vu un système de contrôle pour cette sphère. Je ne crois pas avoir pris le temps de regarder s'il y avait quelque chose qui pouvait ressembler à ça. Je ne suis pas non plus un pilote, ni même un spécialiste en mécanique. Peut-être devrions-nous aller voir, effectivement. J'ai l'impression que ce lieu est condamné. S'il y en a bien un parmi nous qui a les capacités de piloter n'importe quoi, c'est bien notre cher Giovanni. Question au maître, est-ce que la porte entre Giovanni et nous est ouverte ? Elle est fermée, en fait, à ce moment précis. Vous apercevez juste la silhouette de Giovanni au travers de la vitre. Donc vous ne l'entendez pas. Comment véquérir notre ami Giovanni ? Si tu te rapproches, la cloison va s'ouvrir. Tu te retrouves également dans cette pièce. Donc tu vois Giovanni qui est à côté de toi, qui a un petit peu les bras ballants, qui regarde à droite à gauche, qui essaie de comprendre ce qu'il y a sur les murs. Et j'enlève mon chapeau, je me suis un peu... Et des pupitres tout autour, avec des boutons, des voyants clignotants. Voilà. Tu te retournes et tu vois effectivement cette surface progressivement qui se matérialise au-dessus de la pointe de la pyramide. Et les sphères qui se rapprochent de plus en plus ont l'impression de disparaître par moments. En revanche, ce que vous voyez tous les deux n'est pas très rassurant. Vous avez l'impression de voir par moments une ombre mouvante, énorme, qui semble vouloir, comme une forme noire, qui semble vouloir traverser cette paroi. À quel endroit ? Ici. Une sorte d'aberration visuelle. C'est très éblouissant, une fois de plus. Il faut vous imaginer que la première pièce baigne dans une lumière blanche et bleutée aveuglante. Et lorsque vous regardez, en plissant les yeux vers le sommet de la pyramide, vous vous rendez compte qu'il y a cette surface un petit peu aqueuse, translucide, ça ressemble à un mirage, et de temps en temps, vous apercevez, comme surgissant de ce miroir, une sorte d'ombre noire qui veut sortir. Voilà, c'est assez impressionnant. Sofiane, Robert, je leur fais signe de nous rejoindre au plus vite. Nous, on les voit nous faire signe à travers la cloison fumée. Hein, elle s'est baissée à nouveau, donc effectivement, vous voyez, il suffit d'être assez proche pour que cette cloison soit tout le temps basse. Je vous rappelle quand même qu'il y a une sorte d'urgence dans la situation. Vous savez qu'il vous reste à peu près 1 heure. Les sphères se déplacent de plus en plus rapidement l'une autour de l'autre, et de temps en temps, vous apercevez quelque chose de sombre qui essaye de pénétrer dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Que faites-vous ? J'ai 2 idées qui me viennent en tête. La première, c'est balancer une dynamite, mais j'ai peur que le toit s'effondre au-dessus de nous. Et la deuxième, c'est faire un tir au pigeon sur tous les bip-bip, les diodes, etc. Mais je me dis, je suis pas sûr de cette idée. Il nous reste une autre solution, c'est la sphère. Pardon, Robert, vous disiez. C'est ce que j'allais dire. Peut-être que nous devrions tenter notre chance avec la sphère. Avant d'être perturbé par cette vision de Giovanni, je venais justement quérir votre expertise sur les engins pilotables, puisque notre ami Sofiane a cru voir de quoi s'installer dans la sphère. Alors peut-être que vous serez en mesure de déterminer comment ça fonctionne. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'avant que cette créature ne sorte de ces sphères mobiles, c'est d'aller voir et d'essayer de voir si on peut faire voler cet engin. Du coup, je me dirige vers... Moi, je vais aller jusqu'à la sphère, sans perdre de temps. Je me dirige aussi.
J'emboîte le pas. Il y a quelques minutes, Sofiane, vous avez posé la main sur la sphère. Un tracé est apparu sur la surface translucide. Ça ressemble à du verre. La texture ressemble à du verre également. Et de ce tracé est née une porte transparente qui a disparu et qui permettait de rentrer dans l'habitacle. L'habitacle est occupé de 2 fauteuils, juste l'un à côté de l'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de panneau de contrôle, ni panneau de commande. Il y a juste 2 fauteuils avec des ceintures. Alors, la question, c'est il y a 2 sièges avec des ceintures, ok. Mais est-ce que on peut envisager que 2 personnes soient assises et placer d'autres personnes peut-être recroquevillées à côté des sièges où ça tient pas du tout? La question, c'est de savoir finalement si on peut rentrer tous les 4 ou 5 ou si on tire à la courte paille, il y en a 2 qui rentrent avec leurs pieds. Je pense que vous pouvez rentrer à 2. 2 personnes en max. forçant. Vous pouvez pas vous serrer. Il n'y a pas assez d'espace. Donc la question, c'est maintenant de savoir c'est si on tente la chance et sans savoir où on atterrit ou quand on atterrit. Parce que la question, si j'ai bien compris, les sphères ont l'air d'ouvrir une sorte de déformation quantique. Les personnes qui sont au plus près de la pyramide, il y a clairement au milieu de la zone qui est en train de se matérialiser, vous entendez comme une sorte de mugissement très lointain, très sourd, comme une voix caverneuse. Et de temps en temps, par intermittence, vous avez l'impression qu'un énorme ver apparaît par moment. Il apparaît puis disparaît. Vous apercevez une gueule ouverte béante, comme ça, qui veut passer mais qui n'y arrive pas, et qui disparaît à nouveau. La saleté qui a sans doute creusé les tunnels. Il faut imaginer une gueule qui peut faire peut-être 3, 4, voire 5 mètres de diamètre. Ça vibre de partout, ça vombrit également, et vous avez l'apparition de temps en temps fugace d'énormes vers qui semblent s'agiter dans une autre dimension et qui aimeraient bien rentrer. Que faites-vous? Il n'y a qu'une sphère. Hein. Il n'y a qu'une sphère. On ne voit pas un mécanisme qui permettrait qu'une autre sphère apparaisse pour la première disparaît. Non. Il n'y a pas l'air d'y avoir une sorte d'estrade, quelque chose comme ça. Non. Ok, on va courir alors. Hein. Qui veut tenter la sphère? Non, moi je suis d'avis, on est arrivés ensemble, on repart ensemble. Vous voulez Alors, pas tenter la sphère? Sofiane, pouvez-vous faire, s'il vous plaît, un test d'intelligence? Bon, ça va pas être gagné. Hein. Bah, quoique. Et Giovanni, qui prenait également position assez ferme, s'il vous plaît, si vous pouviez faire un test d'intelligence. Ok. Très bien. Giovanni, tu peux rester avec moi. Est-ce que vous pouvez tous enlever vos casques quelques secondes, s'il vous plaît? Giovanni, clairement, vu que t'es un peu le techos de la bande, tu te dis que finalement sa sphère, elle va certainement pas bouger. Elle va pas bouger. En revanche, les personnes qui vont se mettre dedans, ils vont sûrement être télétransportés ailleurs, et rien n'empêche de télétransporter 10 personnes à la minute, quoi. D'accord. Ok. Mais c'est une supposition. C'est pas sûr que ça marche. Tu peux mettre ton casque et je vais demander à notre ami Sofiane de venir. Sofiane, est-ce que Sofiane peut me rejoindre? Sofiane, clairement, tu te dis que cette sphère est plus un télétransporteur qu'autre chose. Tu l'imagines pas s'envoler et traverser la matière pour partir ailleurs. Tu te dis plutôt que c'est une sorte de capsule de télétransportation et que de toute façon, vous pourriez tous l'emprunter pour vous évader, pour vous échapper. Mais ça reste une solution. Voilà. Ok? Je me doutais que c'était un peu ce genre de télétransporteur, mais ma question, c'est surtout, est-ce qu'on peut tenir à 4 dedans? Non, mais vous pouvez faire des allers-retours. Ouais, mais on n'est pas sûr qu'on pourra en faire plusieurs. Moi, je veux bien essayer, mais ok. Et puis, si on arrive dans un festival pour hommes serpents, ça va être rigolo. À toi comme à Giovanni, pour le coup, il vous semble que la fonctionnalité première de la sphère est celle que je vous ai décrite secrètement, discrètement. D'accord. Voilà. On y va, hein. Du coup, moi, je me penche vers la sphère, hein, vu que je suis tout proche. Je regarde s'il y a des mécanismes, enfin, s'il peut y avoir des pièces mobiles, ou si, parce que l'intuition que j'ai me dit que voilà, ça va pas bouger. Ces hommes serpents sont largement plus évolués que nous.
je crois que leur système doit fonctionner à partir du moment où on s'installe dans le siège. D'accord. L'ergonomie, le design rappelle le pistolet que tu as récupéré, Giovanni. C'est une technologie qui est très avancée, que tu ne comprends pas, que tu ne peux même pas appréhender. Et c'est pareil un petit peu pour tout le monde ici. Que Bon, faites-vous? on tire à la courte paille pour savoir qui commence. J'y J'y vais. vais aussi. J'y vais aussi. Ok. Qui s'installe Bon, donc dans l'habitacle? Je reste avec Andersen. Donc là, il faut que vous parliez comme ça avec des gestes parce que c'est de plus en plus bruyant. Les sphères vont de plus en plus vite. Ça fait un boucan pas possible. Et vous entendez ce mugissement de plus en plus présent dans l'espace. Cette fois-ci, vous apercevez le dol qui essaye de s'extirper de la surface translucide qui est en suspension au-dessus de la pyramide. Qui rentre? Signe à Giovanni avant qu'il rentre dans la sphère. Giovanni, les bâtons de dynamite. Et c'est exactement ce que je voulais faire. Ah, Et- zut. Ah, si tu veux, je prends ta place. Ou on reste à deux et on envoie Andersen, vu qu'il a que des stylos pour se défendre. Ouais, sinon à la rigueur on fait ça. Donc Andersen, il a... C'est une super excuse pour les envoyer directement pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté, en fait. Merci. On pourra pas vous répondre s'il n'y a pas d'oxygène. Hein. Bogdan et Andersen, vous êtes tous les deux dans la sphère. Et donc Giovanni et Sofiane, vous les voyez s'installer. Et à l'instant où ils ont bouclé leur ceinture, la sphère devient complètement opaque comme une bille de métal noir. Zut. Et vous ne les voyez plus du tout. On va tous partir ensemble quelque part. C'est-à-dire qu'en gros, Giovanni et Sofiane, ce que vous allez voir maintenant, bah, vous n'êtes pas censé le voir, mais c'est pour que tout le monde participe. On De est votre d'accord. côté, Bogdan et Anderson et Robert, Bon de voyage. de votre côté, les choses se sont passées un peu différemment. À l'instant où vous êtes installés, tout s'est mis à vibrer autour de vous. Et en même temps que vous vous rendiez compte que la surface de verre devenait métallique et que vos compagnons disparaissaient en l'espace de quelques instants dans cette opacité, une lumière aveuglante vous oblige à fermer les yeux. Vous avez l'impression que tout votre corps se disloque, que se divise en millions de petites particules, et cela ne semble durer qu'une fraction de seconde. Un grand flash, un vombrissement, et tout s'arrête. Vous ouvrez les yeux, vous ne voyez plus la surface métallique, mais vous apercevez à nouveau quelque chose à travers la surface vitrée. C'est très sombre, et une fumée semble se dissiper autour de la sphère. Vos oreilles sifflent encore, une sorte d'acouphène persistant. Tous les deux, vous êtes côte à côte, et vous avez froid, parce qu'en fait, vous êtes nus. Oh. On Complètement veut pas nus. savoir ce qui s'est passé. Hein. Et vous êtes dans l'obscurité. On est nus, quoi. Enfin, on a. Vous on êtes est nus. complètement C'est-à-dire nus. que vous avez plus d'habits. C'est ça. C'est le fait d'être nu. Vous entendez des bruits de pas. Vous vous regardez. Autour de vous, c'est encore obscur, mais votre vision commence à s'habituer. Vous entendez des bruits de pas qui s'approchent. Et vous apercevez une sorte de trait de lumière et une main qui tire une sorte de rideau. Il y a une lumière qui se déverse en fait autour de vous et vous vous rendez compte que vous êtes dans une sorte de remise encerclée de toiles avec des caisses tout autour de vous. Vous êtes dans une tente. La main qui a ouvert le rideau a juste posé une petite boîte et est ressortie. Vous entendez des voix, c'est du malaisien. Et vous croyez reconnaître la voix de Mouda, le petit enfant, qui s'entretient avec un adulte, et puis les voix s'éloignent ainsi que le bruit des pas. Vous entendez un autre son qui jusque-là était à la périphérie de votre audition,
C'était pas très clair et ça devient clair maintenant. Vous entendez des râles. Des râles de personnes qui souffrent, des râles de personnes qui semblent être malades. Et autre chose également, une fois que tous vos sens se sont progressivement rétablis, il y a cette odeur de putréfaction, de pourriture, de chair en décomposition, de mort autour de vous. Et surtout, vous tournez tous les deux votre visage vers la gauche, et votre visage s'arrête sur une caisse à l'extérieur de la sphère, une caisse en bois comme une caisse militaire, et une odeur plus forte encore, semble émaner de cette caisse. Maintenant que votre vision s'est habituée, vous êtes dans ce qui semble être une remise, dans une tente, et, derrière le bruit des râles, vous entendez ceci, le bruit de l'analyseur viral, qui est pas très loin. Que faites-vous, Andersen et Bogdan? Je regarde autour de moi voir si, par chance, nos vêtements ne se seraient pas transportés avec nous, d'une manière ou d'une autre. Non, ni habits, ni armes. Juste vous dans le plus simple appareil. Il n'y a que l'organique qui passe en fait. J'ai l'impression que je vais en avoir pour au moins une année de magazine à écrire avec ce qui vient de nous arriver. Parce que Vous aurez la gentillesse d'omettre certains détails. autour de nous, il n'y aurait pas des habits quelque part, une blouse ou de quoi se couvrir. Votre vue s'habitue progressivement à l'obscurité. Vous devinez des caisses. Il y a cette caisse qui vous répugne, parce qu'une odeur absolument immonde en émane. Mais il y a également d'autres caisses, et peut-être que dans ces caisses, vous allez trouver des habits. Bon, sortons de là au plus vite. Et une question avant de sortir. Vous pensez que la sphère va être envoyée à l'endroit où se trouvent nos compagnons ou Dès lors que l'on sera sorti, j'ose espérer. Espérons. On est d'accord qu'il n'y a toujours aucun panneau de contrôle, aucune interface sur laquelle agir, gardien. Dans la sphère, absolument pas. Rien. Bon, on n'a rien d'autre à faire que de prier, en réalité. Donc on essaye j'essaye de me détacher, déjà. Sans problème. Tu y arrives. Tu te détaches. J'essaye de toucher un peu la paroi où je peux... La paroi, c'est donc à un endroit, ça s'est dématérialisé, et il y a l'ouverture qui est devant vous. En fait, il suffit simplement de vous détacher et de faire un pas en avant pour sortir de la sphère. L'ouverture est par l'avant. Ah, c'est bon. Alors, du coup, je me détache, je sors... Donc là, tu passes, et vous pouvez sortir même à deux. C'est comme... ça ressemble un peu à la bulle d'un cockpit d'un petit hélicoptère. Donc il suffit simplement de se hisser, vous sortez sans difficulté de l'habitacle. Et Ouais. Vas-y. Bah, du coup, quand j'imite mon compagnon, hein, je me détache et je sors de la sphère. Et puis quand je sors de la sphère, je me retourne pour voir si je vois la sphère se refermer et puis disparaître. La sphère se referme, mais ne disparaît pas. Et d'ailleurs, tu regardes sa base et tu vois qu'elle est posée sur un socle. Et il y avait un socle aussi à l'endroit où on était précédemment ou pas? Tout à fait. Faut peut-être que peut-être remonter à l'intérieur pour retourner. Enfin, peut-être que l'un de nous doit peut tenter d'essayer de repartir dans l'autre sens pour ramener la sphère. Est-ce que vous pouvez me faire un test d'intelligence tous les deux? Ouais, je crois que ça devrait aller, j'espère. Ouais, ça va.
Ok. Très bien. Merci. Que faites-vous donc? Je suis assez d'accord avec votre hypothèse. Mais je ne peux m'empêcher d'avoir peur de ce que la sphère va nous prendre, puisqu'elle nous a déjà pris nos vêtements, si on y va dans le plus simple appareil. Donc je regarde autour de moi s'il y a des vêtements. Tu sors, tu fouilles quelques caisses en évitant précautionneusement, en restant assez éloigné de l'autre, dont l'odeur est absolument pestilentielle, et tu trouves une caisse qui est remplie de treillis, de vêtements, de pantalons, de vestes de treillis. Je prends une tenue et j'en jette une instantanément à Robert. Robert, j'y vais. Et du coup, j'y retourne, j'essaye. Du coup, je m'installe dans la sphère à nouveau, je rattache ma ceinture. Tu rattaches ta ceinture. Ton regard ne peut pas quitter la caisse à l'extérieur. Tu veux en savoir plus. Fais-moi un test de volonté. Ok. Qu'importe. Tu t'attaches. D'un coup, la paroi devient opaque, la lumière blanche, le vombrissement dans tes oreilles, et en une fraction de seconde, tu te retrouves à nouveau nu, mais cette fois-ci dans la caverne. Il s'est passé quelques secondes. Quant à vous, Anderson, que faites-vous? Donc là, on est habillé. Alors, effectivement, alors, moi, je sais absolument pas où on est, du coup. Je serais tenté un peu de regarder un peu. Alors, effectivement, tu évoquais la fameuse caisse qui est assez nauséabonde et potentiellement putréfiante. Donc, je vais pour l'instant éviter de trop m'en approcher. Et en plus, j'imagine que l'odeur doit être assez rude. Mais par contre, peut-être de regarder. Alors déjà, tu parlais d'un espèce de bruit qu'on entendait, donc je serais peut-être intéressé pour essayer d'identifier la source de ce bruit, par exemple. Tu fais un pas en avant, tu ouvres les rideaux, tu ouvres la bâche, et tu vois une allée remplie de lits de camp avec des personnes qui sont alitées. Et au premier plan, juste devant toi, tu as une table sur laquelle il y a une machine qui ressemble à ça. Tu vois? Tu vois une caisse une caisse translucide remplie de mécanique. Ça ressemble à une horlogerie suisse, toutes sortes de rouages, etc. qui tournent. Et de cette caisse translucide, tu as un ruban qui sort et qui avec des datas dessus, et tu vois qu'il y a un tas énorme de rubans sous la table. Il ne s'arrête pas en fait, il n'arrête pas de gerber de la donnée. Voilà. Et la caisse, elle est haute, je veux dire, en termes en largeur de côté, elle fait à peu près combien? C'est quoi? Non, c'est c'est quelque chose qui fait une cinquantaine de centimètres, allez, D'accord. 60 centimètres. Ok. C'est un cube. Quand tu passes donc ton visage à travers ce rideau, et ton regard est attiré sur ta droite au sol, et tu vois une autre caisse qui ressemble à ça. Tu entends une petite mécanique qui est enclenchée. Tu vois une sorte de compte à rebours. Oh, Et tu vois qu'il reste 65 minutes. d'accord. Fais-moi un test de toc. Réussi. Au sol, juste à côté de la caisse, il y a du sang séché. Ok. Alors attends, le sang, les traces de sang, elles allaient vers la caisse ou elles sortaient de la caisse? Au pied de la grosse caisse, il y a une sorte de flaque de sang. Waouh. Voilà. Pied de la caisse. Ouais. Et la caisse de bois est entrouverte. Tu as vraiment sur le dessus, tu as son couvercle et tu vois que les clous ont été arrachés. D'accord. Du coup, ok. Ouais, du coup, je vais me. Et les lits de camp, c'est vide. Enfin, je veux dire, il y a des gens, je vois des gens alités ou pas? Il y a des gens alités.
et ça ne te rassure pas du tout. Tu as compris que c'était certainement la mort jaune. Du coup, je referme la... Écoute, je rabaisse un peu la... Enfin, je sais pas s'il y avait une espèce de toile avec une fermeture. Oui, c'est juste une bâche qui est tendue et qui fait une séparation. Et du coup, j'essaie de voir un peu ce qui... dans la zone où on s'était retrouvé là en sortant de la sphère, alors, à l'exception de la caisse en putréfaction, s'il n'y a pas d'autres caisses ou des classeurs ou peut-être des notes, quelque chose qui serait susceptible de permettre d'en apprendre peut-être un peu plus sur ce qui était en train de se passer ici. Absolument pas. Et je regarde autour de du côté du socle où la sphère a disparu avec Bogdan. Alors je jette un œil dans l'espoir de voir la sphère réapparaître. La sphère est toujours là. Hein. Ah, la sphère est toujours là. La sphère ne disparaît pas. D'accord, ok. Je pensais qu'elle avait disparu. Non, la sphère est toujours là. D'accord. Et elle est toujours... Mais du coup, elle est devenue complètement opaque quand Bogdan est rentré dedans. Elle est devenue complètement opaque et maintenant, elle a retrouvé sa transparence. D'accord. Du coup, ouais, je regarde un peu dans la pièce. Hein, s'il y a... déjà, en termes de matériel, puisque vu que j'ai plus rien, s'il n'y a pas de... Tu vois déjà de quoi écrire Non. À part des habits, quelques outils, bêches, pelles, des médicaments. Il n'y a pas grand-chose. Je vais attendre encore quelques minutes, des fois, si je vois pas quelque chose de changer au niveau de la sphère. Non, la sphère ne bouge pas. Nous allons retourner avec nos amis. Je te laisse un petit peu ici. Bogdan ? Oui. Vous avez retrouvé vos compagnons. J'imagine que vous êtes extirpé de la caisse, nu. Donc je ne sais pas comment vous réagissez, Sofiane et Giovanni, lorsque vous apercevez votre compagnon à nouveau dans le plus simple appareil. Vous vous êtes fait agresser. Non, du tout. Tout va bien, c'est même plutôt agréable. Moi, on a Je ne veux rien savoir. Aucun temps à perdre, cependant. Il faut qu'il y en ait l'un d'entre vous qui vienne avec moi, et puis on reviendra chercher l'autre. La nudité est nécessaire et absolue. Qu'est-ce qu'il est advenu de notre compagnon ? Vous le découvrirez bien assez tôt, mais notre compagnon est en pleine sécurité, et c'est bien ce que je compte réaliser avec vous. Donc dépêchez-vous de monter à mes côtés. Et n'oubliez pas que tout ce qui se passe dans les téléporteurs extraterrestres reste dans les téléporteurs extraterrestres. Ah oui, il n'y a pas moyen de voyager tout seul parce que du coup, ça fait peur. Tout seul aussi, ça fonctionne, mais ça nous ferait perdre un temps précieux puisqu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un. Moi, je fais ça. Moi, j'ouvre mon sac et je sors le fusil extraterrestre. Et je l'attrape et je dis à Sofiane, allez-y. Je reste là, je couvre vos arrières, mais de grâce, bon, je fermerai les yeux quand vous reviendrez. J'aurais peur que vous soyez complètement traumatisé. C'est pour ça, c'est déjà plus Bogdan nu. Oh, comme vous voulez. Non, je veux bien rester, vous savez. Non, je garde le corps de l'aventure. Dépêchez-vous. Faites-moi péter cette grosse saleté. C'est prévu. Ok, on monte vite fait dans le globe et hop. Téléporte minute à l'ère jurassique. Bogdan, vous expliquez un petit peu rapidement à Sofiane ce que vous avez déjà expérimenté. Et pendant ce temps, vous apercevez au moment où la sphère s'opacifie, vous êtes en train de voir Giovanni se retourner brusquement et faire face à un énorme ver qui est en train de jaillir. Donc Giovanni, que faites-vous ? Vu que j'avais attrapé le pistolet extraterrestre,
Je mets en joue la créature et je tire. Et tu vois des rangées dedans, puis ça disparaît, elle est absorbée à nouveau par la porte. Est-ce qu'on va les sphères retourner ou est-ce qu'elles sont vraiment absorbées ? Les sphères semblent avoir complètement disparu, mangées par cette porte. J'ai envie de dire que oui, je me mets en joue et... Tu imagines bien que ton arme va être de bien piètre usage. D'accord. T'as l'impression que c'est quand même complètement vain d'essayer de te battre contre ce monstre colossal avec ton petit pistolet. D'accord, alors je me tapis le plus possible contre la sphère. Hein. Tu vois que la sphère est redevenue transparente. D'accord, je me jette dans la sphère et je m'attache. Alors j'ai quand même mon sac et je garde le pistolet à la main. Je me dis on sait jamais comme c'est attaché à moi et je m'attache le plus rapidement possible. Est-ce que quand Giovanni s'est téléporté vers nous, il y a eu un gros flash lumineux, un grand bruit? Non, parce que la sphère s'opacifie et tout se passe à l'intérieur. Ok, et pas de bruit, rien du tout. Non. Là, juste la sphère s'est opacifiée, puis Voilà. elle est redevenue claire, il y avait Giovanni. Exactement. Est-ce que vous pensez pouvoir programmer cette chose pour nous renvoyer à New York? Parce que ça nous serait fort utile. Je pense plutôt que c'est une sorte de tunnel à sens unique. Une sorte de funiculaire. Votre attention est attirée par le petit cliquetis de l'Afterang. Et effectivement, vous le voyez à vos pieds. Il est là, cette boîte est là. Alors, maintenant qu'on la voit bien, cette technologie-là, on peut l'ouvrir, la boîte. Elle ne semble pas... il n'y a pas de... Pouvoir s'ouvrir. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On tente de l'envoyer dans la bulle? Ou on file à l'avion et... Après, sinon, on laisse tomber Bornéo, hein, on fait sauter. Hein. Peut-être qu'en l'envoyant dans la... Enfin, où est-ce qu'elle sera stockée si on l'envoie dans la bulle? Moi, j'ai l'impression que... Je sais pas si on était vraiment à Bornéo. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'était pas dans un Bornéo alternatif ou une sorte de réalité différente de Bornéo? Parce que bon, un ver géant de plusieurs centaines ou de mètres ou de kilomètres, ça aurait quand même été perçu au moins au niveau du bruit qu'il doit faire quand il doit avancer dans les montagnes. Et je me demande si quand on a passé le porte des Goules, le trou du Dôle, on serait pas passé sur une autre dimension. Et Shapiro, pour nous rejoindre, est passé par cette bulle, en fait. Hein. Il n'a pas utilisé le passage des Goules, pour moi. Il a dû passer par là. Oui, parce qu'il est venu vraiment très rapidement. Et alors, soit... Parce que lui, il était venu à pied avec un pistolet. Ouais, c'est vrai. Et on l'a bien vu passer par le couloir où il y avait cette sphère. Peut-être. Alors, peut-être dans sa qualité d'homme serpent, il est capable de générer des vêtements, je ne sais pas. Sinon, il faut qu'on embarque l'Afterang et puis qu'on le prenne dans l'avion et qu'on décolle qu'on le balance en mer, quoi. Comme tu dois avoir une perception géographique assez élevée, Giovanni, en tant que pilote, peut-être que tu pourrais retrouver l'endroit où on était passé en survolant et balancer l'Afterang là. Oui, puis bon, c'est une île, malgré tout. Robert est AFK. Alors, on est toujours sur la tente, là, on est d'accord? Ouais. Il y a l'Afterang qui égrène comme ça, c'est les minutes, enfin les secondes, vous voyez que ça défile. Le cadran, ça vous paraît complètement incroyable comme technologie. Vous apercevez un cadran éclairé avec des chiffres qui défilent. Comme chiffre, qu'indique ce cadran comme chiffre? Tu vois que il reste 55 minutes. Moi, la caisse, malgré son odeur atroce, m'intrigue énormément. Et je m'en rapproche. Mais c'est vraiment la caisse qui dégage cette odeur? Ça vient de la caisse. Donc tu t'approches de la caisse. Ouais. Et je regarde tu peux difficilement réfréner une sorte de haut le cœur. Donc tu prends ce que tu as avec toi, un linge ou quelque chose, et de la main, tu pousses la caisse.
et face à toi, le visage de Shapiro, Ah, purée, j'en étais mort, sûr. égorgé. Le vrai. J'en étais sûr, le vrai. Et en dessous, tu devines un autre corps, égorgé également. D'accord, est-ce que je le reconnais, ce visage? C'est Robert. C'est Abidim. Ah, le petit garçon? Non, Non. votre guide. Ah, le guide. Ouais. Quelle horreur, refermez ça. Et du coup, je regarde une dernière fois pour voir s'il y a un autre. Vous Un autre voyez corps. Giovanni qui fait un pas en arrière de dégoût, qui chancelle un petit peu. Giovanni, d'ailleurs, tu mets genoux à terre, tu te tiens à la caisse comme ça, et tu Je vais faire un as envie de sûrement. vomir et tu arrives à réfréner finalement le. Mm. Il n'y a que Giovanni qui a vu le contenu de la caisse, on est Ouais, d'accord? il s'est penché dessus, Ouais. ouais. Ouais, mais du coup, je me relève, je le referme assez violemment et je m'en écarte. Je leur dis le Shapiro qu'on a croisé en haut n'était pas celui qu'on connaît. A priori, le vrai est dans cette caisse avec notre pauvre guide. Bon, il nous reste environ un petit peu moins d'une heure pour se débarrasser de ça. Je vous montre la bombe. Ok. Et ou s'enfuir. Est-ce que On est quelqu'un a un comme- plan? ouais. Vous avez- J'aimerais bien. On a préparé le. Pardon, vas-y. Non. On a fait préparer l'avion. L'avion est dans le sens du départ. Ouais. Donc, une solution serait de se rendre aussi rapidement que possible à l'avion et décoller. Il y a quand même un truc qui me chagrine, si je peux me permettre. On est venu avec Shapiro pour faire sauter, pour amener cet engin pour détruire les hommes lézards. Mhm. Ok, Shapiro, est-ce que c'est Shapiro qui a déclenché la machine avant de se faire tuer? J'ai des doutes. Pour moi, il a dû se faire tuer bien avant. Donc ça sous-entend que ça serait les hommes lézards, l'homme lézard qui a activé la machine. Elle s'était activée dans l'avion, non? C'est pas ça? Oui. Elle avait pris un choc dans Elle a l'avion. été activée dans l'avion déjà? Elle a pris un choc dans l'avion quand c'est. Mais il nous a été confessé qu'elle avait été activée par Shapiro. Enfin, par Bad Shapiro. Ou alors il a déréglé peut-être pour avancer le chronomètre. Faites-moi tous un test d'intelligence. Décidément. Ok, Sofiane. Dans votre cas, Robert, la situation présente vous dépasse complètement. De toute Clairement. façon, puisque vous ne connaissez pas les tenants, les aboutissants. Vous étiez dans la forêt, puis vous avez rencontré vos nouveaux compagnons d'infortune, d'une certaine manière. Cependant, vous comprenez qu'il y a de grandes chances que la personne qui est dans la caisse ne soit à l'origine de rien. Quant à vous, Sofiane, c'est certain. C'est pas l'œuvre de Shapiro. Je pensais peut-être que nous pourrions pourquoi ne pas utiliser la technologie des sphères pour la caisse. Ben, on y a bien pensé. C'est une idée, mais c'est savoir si ça va fonctionner ou non. Après, on peut toujours prendre le risque. Mais si ça revient... Puisque les sphères ne sont pas capables de téléporter le moindre vêtement nécessairement quand il s'agit d'une caisse entière. Ouais, mais peut-être que comme c'est de la technologie serpent, peut-être que ça passera. Ouais. On peut essayer. De toute façon, comme si quasiment immédiat, on aura la réponse assez rapidement. Et dans ce cas-là, on trouve une autre solution. Le pistolet extraterrestre était lui aussi a priori de la technologie serpent et il n'est pas passé à travers. C'est vrai qu'il n'est pas passé à travers lui. Mais il n'était plus ni sur moi. Quand vous êtes parti par la sphère, vos vêtements ne sont pas restés dans la salle. Donc ils ont dû être stockés quelque part. Tu avais ton pistolet serpent sur toi, Giovanni? Ouais, je l'avais attaché à ma main. Quand tu t'es
quand tu t'as fait le voyage, Ouais. en fait, le pistolet serpent est resté. Il était plus attaché à D'accord. ta main, il était à tes pieds, il était tombé sur D'accord. la carlingue. D'accord. Bon, Donc, on a notre réponse. ouais, on a notre réponse. On On a fout notre réponse. la caisse dans la Voilà. boule pour que le Doll se la mange en pleine gueule. Allons-y, Giovanni, vous me filez un coup de main. J'arrive. Et du coup, La caisse n'est pas très lourde, enfin tout seul, elle est assez imposante, mais à deux, c'est assez facile de la peser, de la porter. Elle fait une quinzaine de kilos. Elle est un peu encombrante, vous la faites passer par la porte et vous la posez devant, au pied des deux fauteuils. La porte reste ouverte. ah purée. Eh ben, Mais bon, c'est rien, on y retourne à deux avec la caisse, on la sort de la sphère et nous on revient. Ouais, c'est une solution. On reste dans la sphère et on la balance. Et... Faut juste compter combien de fois il restait à la sphère pour faire des allers-retours. J'ai une idée un peu glauque qui me vient. Là, j'aime pas ça. Ouais. Je comprends votre idée. Si la sphère détecte juste la présence organique pour permettre une téléportation, la présence organique, même inanimée, on en a juste ici. On peut essayer. Moi, je ne touche pas des cadavres. Hein. J'ai quand même un certain standing à respecter quand même. Hein. Déjà qu'on se balade à moitié à poil, faut arrêter quoi. Je vote que Robert. Ah non, pas un Danois ou un Suédois. On n'avait pas un petit copain là dans le genre, on va faire dans Mouda, dans le petit Mouda. Vous aviez le petit Mouda? Non, on a été gentil avec lui. Ouais, vous avez. Bah, il nous en doit une, hein. Mais il est pas trop dans les parages. Oh punaise. Ok. Ah, il n'y a pas de limite. Hein. Ouf. Bon. Non, mais moi je vais aller. De toute façon, il faut qu'il y ait quelque chose. Faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse sortir la caisse de la sphère. Sinon, elle restera dans la sphère et peut-être qu'elle se risque dira de pas. revenir, ouais. Et puis elle risque de revenir, ouais. Ouais, je me propose de prendre la caisse et d'aller l'amener jusque dans la gueule de ce gros machin. Ok. J'ai toujours eu envie de me la faire baroud d'honneur. Je regarde autour de moi s'il y a des. Ben non, des armes, ça ne servira à rien. Giovanni, vous avez toujours le pistolet? Oui, toujours. Bon, dans ce cas-là, je viens avec vous. Piou, piou, piou. Et j'emprunte le pistolet à Giovanni. Voilà, et je regarde Bogdan, je lui dis, vous savez, la créature, je pense qu'elle est soit immunisée, soit tellement grande que c'est comme si vous y jetiez un crotte de nez, un cheveu, quelque chose comme ça. Mais je vous prenez-en soin et je lui tends le... C'est plus pour moi que pour la créature, si jamais ça tourne. Par contre, Giovanni, vous aviez dit qu'il était moins une. Ce verre, il est où actuellement? Je veux dire, je ne voudrais pas servir de casse-croûte en arrivant. Il était en train de sortir petit à petit. Il n'était pas encore là. Petit à petit. 15 mètres par 15 mètres. On va se retrouver avec un truc de 300 mètres de long devant nous, là. Non, il n'était pas encore sorti. Il n'était pas encore sorti. La porte, le portail n'était pas encore ouvert. Ok, bon, bah écoutez, on y va. Et Dieu sauve la reine. Et par pitié, Giovanni, quand je reviendrai, mettez-moi de côté un pantalon taille 34 parce que celui-là est beaucoup trop petit. C'est prévu. Et n'oubliez pas d'en prendre pour vous, Giovanni. C'est insupportable. Vous voyez vos deux compagnons s'installer dans le cockpit. Instantanément, les parois se pacifient et la sphère devient comme une boule de métal. De votre côté, Sofiane et Bogdan, ça secoue sévère. Vous avez la boîte à vos pieds, grosse lumière blanche aveuglante, acouphène terrible, vombrissement, et soudain, vous revoilà dans l'antre de la bête, cette fois-ci qui est là. Et devant vous, vous apercevez simplement la gueule grande ouverte qui prend toute la largeur de votre petit goulot. Le verre est complètement sorti et sa gueule est face à l'ouverture dans laquelle vous êtes. La sphère s'ouvre et devant vous, vous avez des rangées de dents énormes qui ferment en fait l'accès à la pièce principale. Que faites-vous? Sofiane, des occasions comme ça, on n'en aura pas deux. Il a la gueule en fait qui est coincée par l'étroitesse finalement de la galerie dans laquelle vous vous trouvez. Il aimerait bien passer, donc vous voyez juste
des dents qui s'agitaient comme ça, une langue énorme et de la bave qui coule de partout tout autour et qui vient jusque sur le sol. Que faites-vous? On prend la caisse chacun d'un côté et on la balance droit dans la gueule de la créature et on lui dit on se renseigne sur les gens avant de venir les faire chier. Décidez de jeter finalement l'afterhand tous les deux ensemble. Faites-moi un test de force combiné. Faites-moi chacun un test de force. Allez. Ok. Est-ce que c'est réussi Je ou... pense un petit peu de chance si c'est permis. Oui, bien moi sûr. aussi. Vous avez 50 Moi aussi. chacun? Très bien. J'utilise 6 points de chance, moi. Ok, vous pouvez le faire. Ouais. J'utilise Attends, faut que je teste. j'utilise 11 points de chance. Et vous voyez au ralenti, donc vous êtes là, vous prenez votre élan, et 1, 2, 3, vous jetez l'afterhand, et vous voyez cette caisse qui commence comme ça, elle est lourde, hein, qui produit une courbe assez courte, qui disparaît en fait dans sa gueule. Elle a comme un soubresaut nerveux, elle déglutit, puis elle l'absorbe. Vous voyez la bête qui recule, que faites-vous? On retourne dans la bubule. Ok, On vous vous s'installe. réinstallez, nu, C'est pas grave. et, Bon, ça va, et ça se pacifie à nouveau. Et vous revoilà ici. Tout ça a duré une fraction de seconde. Easy peasy. Dans le doute, je sors précipitamment de la sphère. J'attrape Sofiane par le bras et j'enclin mes compagnons à s'éloigner dans le doute. Ok. Moi, j'avais les pantalons prêts et je me fais emporter avec eux. Ok. Ouais, ben, on va s'habiller. Par contre, moi, je suis curieux de savoir si on va entendre le boom. Ouais, dans 50 minutes. Ouais, un peu moins. Ouais. Que Bon, faites-vous? qu'est-ce qu'on fait? On a sauvé peut-être Bornéo, peut-être, je dis bien. Maintenant, est-ce qu'il y avait qu'un seul homme serpent? Parce que cette sphère, je veux dire, Shapiro a été tué, était le vrai Shapiro quand il est arrivé avec nous, ok? Il a été tué ici sur cette île, lui et puis son guide. Cette sphère, elle était sous la tente avant que Shapiro arrive. On est d'accord. Et même si les Malaisiens, les gens de Bornéo, là, s'occupent pas de ce qu'il y a derrière ce petit rideau, je veux dire, elle est pas apparue là comme ça magiquement. Hein. Elle a toujours été là. Elle était peut-être installée par les hommes lézards. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes serpents. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres. Vous comprenez ce que j'imagine? Oui. Et là, le truc, c'est que on a l'analyseur avec nous encore. Oui, il est toujours là. Ouais. Et l'analyseur, normalement, il détecte les serpents, non? C'est ça? Non, il doit trouver le vaccin. Ah ouais, non, ouais. Le remède. Ouais. L'analyseur Bon, est là pour le remède seulement. Moi, je suis pas convaincu que les archéologues, c'est bon. Il y avait d'autres médecins sur place? Ou alors c'était que les Anglais, les Britanniques? Il n'y avait que des Anglais, que des Britanniques. Alors pour moi, les Britanniques, peut-être l'officier, peut-être bien d'autres, sont des hommes serpents. Des gars de la NBCC, mais là, sur les tentes, il n'y a plus que des civils. Ce que je vous propose, c'est... Quelle heure il est, gardien? La nuit est là, déjà, il doit être 19h, 19h30. Et pour s'éclairer, est-ce qu'il y a des projecteurs? Je ne sais même pas s'ils existaient, mais lors des... Il y a des lampes... 33, ouais, ça existe quand même. Hein. Ouais, il y a des lampes à... C'est quoi, des lampes à kérosène, en fait? La nuit tombante, Ouais. ils vont... Les potentiels hommes serpents auront moins de mal à sortir, puisqu'ils savent très bien que l'ombre qu'ils projettent est une ombre de serpent, donc j'imagine qu'en journée, ils se font discrets. Ouais. La nuit tombante, on pourrait éventuellement les surprendre en allumant une source de lumière inattendue, vérifier pour la plupart des gens que l'on soupçonne que l'ombre qu'ils projettent est bien humaine, et si on voit un serpent, on l'abat tout de suite, sans sommation. Comment c'est vieux, Giovanni? Je pense que c'est une bonne idée, mais la seule arme que nous avons est l'arme extraterrestre. Donc oui, ça peut tout à fait être
être envisageable. Et que pensez-vous des éventuels témoins lorsqu'ils vont voir que nous allons assassiner 200 fois une de ces créatures qui Bon, a allez. Une fois morts, ils prennent leur apparence de serpent. On n'aura pas de justification à donner. Et puis nous sommes dans un camp de malades. Je pense que malheureusement, ces pauvres malheureux sont plutôt traînent la patte que vigoureux. Alors, personnellement, je pense que si j'étais les hommes serpents, je n'investirais pas le corps de malades ou d'autochtones. J'aurais plutôt tendance à investir le corps d'étrangers et particulièrement de gradés, d'officiers ou de commandants qui ont un certain pouvoir sur les hommes. Ça permet de pouvoir dissimuler beaucoup de choses. Je pense que nous devrions peut-être aller poser quelques questions aux soldats britanniques, voir s'ils n'ont pas repéré de changements ou de choses un peu particulières ces derniers temps. Vous savez quand même que dans moins de 40 minutes, Boum. il va y avoir un grand boom. Et on ne sait pas la taille du grand boom en question. Le Chapiron en avait parlé lorsque vous avez atterri. Ça risque de dévaster la zone de quarantaine, au moins, c'est sûr. C'est fait pour nettoyer. C'est pas une de vos misérables dynamites, Giovanni. Oh, j'aurais pas aimé, moi, Giovanni. Bam, Misérable. Dans un dol. Je pense que ça va chauffer. Il y a des volcans à Bornéo. Il y a des volcans à Bornéo. Vous parliez d'un avion tantôt. Est-ce que vous parliez que l'avion était apprêté pour quitter Bornéo Il est prêt, avec une décapotable. Il n'a plus de cockpit, plus de carlingue, mais il peut voler. Ah. Nous avons rencontré quelques problèmes avec des volatiles avant d'atterrir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'avion, on se taille, on attend de voir comment ça pète, on fait fuir les gens qui sont là, ou on les laisse, de toute façon ils vont mourir. Ça serait pour sauver l'enfant. Donc vite. Non, l'enfant il est pas... Ouais. Tu veux une relève de PNJ peut-être? On le prend avec nous et il fera le service dans ton appartement de New York. Ouais, parce que le truc c'est qu'à la limite, vaut mieux qu'ils meurent tous dans un grand flash. Il ira cirer les chaussures dans New York. Oh, c'est ça, là, c'est pas gentil pour les petits enfants. C'est mieux ça qu'être mort. Un sort note, bien... c'est la crise de 29. Oui. On vendait les enfants pour pas cher. Hein. Un avenir tout tracé dans la chaussure. Ok. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Moi, j'ai envie de dire, on part. On prend l'avion. 30 minutes, vous êtes à peu près à 15 minutes de la piste. Est-ce que vous vous êtes assuré qu'il y avait des voitures autour de vous? On va regarder s'il y a des voitures autour de nous. Vous êtes toujours dans votre guide. Le guide avait laissé la voiture. Nous, on y était allé à pied à la. Non, c'est pas vrai. Grotte de Bic, j'ai tenté. Non, ça marche pas. Non. Non, mais il me semblait qu'on n'était pas allé à pied. Vous avez pris, il vous a remis les clés de la Jeep. Vous vous êtes rendu au camp des géologues. Vous avez laissé la voiture au camp des géologues, puis vous avez suivi le tracé à pied. Vous pouvez pas me faire, il y a pas personne qui peut me faire un petit test d'intelligence là, comme ça? Tu veux dire de mémoire, ceux qui étaient présents, j'imagine. Oui, ceux qui étaient présents, puisque bien entendu, quant à vous, Robert, c'est pas possible. J'ai 65 d'intelligence. Sofiane, c'est très bien. J'ai fait 20. Sofiane, vous vous souvenez, lorsque vous êtes passé devant la ferme,
était rangé le long, je vous l'ai dit, était rangé un vieux truck. Et d'ailleurs, lorsque Abidine vous a laissé les clés du véhicule que vous aviez, le seul, il vous a dit, de toute façon, ici, il y a des voitures, il y a des véhicules, donc on se débrouillera. Moi, je me souvenais des manifestants, mais c'est tout. Hein. Ouais, mais il y avait, je vous l'ai décrit au tout début, je vous ai présenté la maison et je vous ai dit le long de la maison, il y avait une sorte de petite camionnette qui était rangée. Eh ben, on va aller chercher ce pick-up. Au triple galop. Ok, donc vous traversez le champ de tabac et puis vous arrivez devant la maison. Non, mais en fait, les personnes qui étaient là ne sont plus là parce que c'est la nuit, donc elles sont certainement rentrées chez elles. La maison est fermée, les volets sont fermés également. Et le long de la maison, sous la pente, là, sous le haut vent, il y a un pick-up qui est là. Eh ben, on va y aller discrètement. Ok. Et on essaie de voir si on peut démarrer le pick-up. Comment vous procédez ? Déjà vérifier le système de démarrage, si c'est un démarreur mécanique, s'il faut une clé. Faut une clé. On connaît le modèle à toi, ça ? Ouais, c'est un Forte un peu rallongé, comme il en existait pour les vendeurs de lait, tout ça là. Bon, alors soit les clés sont dans la maison, on n'est pas sorti. On va notre véhicule. Et au-dessus de la... Ouais, comment ça s'appelle là ? Ouais, c'est ça. Donc Robert, vous faites tomber le pare-soleil, effectivement, entre vos mains tombent les clés. Elles glissent comme ça, du pare-soleil, et vous avez les clés entre les mains. Ah super, donc je les ramasse tout content, et puis je les tends à... à Sofiane, du coup. Vous avez un certain à propos, monsieur Anderson, finalement. Vous voyez que vous pouvez survivre dans un territoire sauvage. Un vrai aventurier. Ou peut-être mon carnet et mon stylo, tu vois, que quand je dis ça, je tapote, je tapote le haut de mon poistron au niveau de l'uniforme de militaire qu'on a récupéré. Vous n'en êtes peut-être pas à votre premier véhicule volé. Non, je plaisante, cher ami. En fait, vous démarrez le véhicule, vous allumez les phares. Vous étiez dans l'obscurité. En fait, les phares éclairent la façade de la ferme. Et puis, également, dans le cône, vous apercevez le tracé d'une route de terre qui passe au milieu des champs de tabac en direction, c'est la route que vous avez empruntée dans l'autre sens, en direction de la base. Et puis, vous arrivez au niveau de la barrière. Vous apercevez le planton qui, dans les phares, projette une ombre absolument humaine et soulève la barrière pour vous laisser passer. Vous arrivez au bout de la piste et de dos, vous apercevez la carlingue de votre avion qui fait face à la piste. Et à ce moment-là, au moment où vous arrivez, vous apercevez des soldats qui se rapprochent de vous, qui vont à votre rencontre. Vous avez la surprise de découvrir un avion qui est plutôt en bon état. Le mécanicien semble avoir bien fait son travail. En revanche, le commandant n'est pas là. Il ne semble pas être là. Et le cockpit a été réparé de manière un peu sommaire. Avant de démarrer, on contrôle l'avion quand même. Alors, vous contrôlez l'avion. Serpent. Ok, vous faites le tour de l'avion. Le train d'atterrissage qui s'était enfoncé dans la boue a été redressé, a été calé sur un réseau de planches. Et puis, effectivement, le cockpit est réparé. Et voilà. Le fond de l'avion, alors je sais qu'il n'était pas bien grand, là où on mettait nos valises, là. Il n'y a pas de mauvaise surprise dans le fond. Non, mais en revanche, vous n'aviez pas pris vos affaires. Donc, il y a une grande partie de vos affaires qui sont encore là. Bon, c'est déjà ça. Vous vous envolez. Giovanni pilote maintenant comme un as. Et l'avion s'arrache à la gravité et survole pendant un temps la forêt de Bornéo. Tu vois que le réservoir est plein. Tu sais que tu peux faire 200, 300 km jusqu'en Malaisie pour de là repartir. Il y a une radio, vous pouvez contacter Caduceus. Mais au moment où vous vous envolez, derrière vous, vous entendez comme une sorte d'énorme déflagration. Une sorte de lumière aveuglante qui vient de l'arrière et qui vous éblouit.
tout l'intérieur du cockpit devient rougeoyant. Et vous vous retournez et vous apercevez comme une sorte d'onde de déflagration, de flammes qui emporte toute la zone, même la zone de la piste. C'est-à-dire que les soldats qui étaient encore là sont carbonisés. Et la montagne, qui est à l'arrière-plan, qui est le mont Kinabalu, qui semble s'effondrer sur lui-même. Et vous apercevez comme une sorte de halo, une sorte d'altération de la surface, de l'air, et puis une sorte d'accrétion de tout ce qui était là. C'est-à-dire de tout ce qui peut-être venait d'une autre dimension, et tout redevient calme, mais rasé et brûlé. Et l'avion part vers New York, puisque vous retournez à New York, vous allez faire une escale pendant la nuit, vous allez prévenir Caduceus sur la radio, vous allez expliquer la situation très sommairement, et le lendemain soir, vous allez atterrir sur la piste de Glenn Curtis Airport, qui plus tard s'appellera la Guardia. Et lorsque Giovanni, vous approchez de la piste de ce petit aéroport, il neige. Il neige sur New York. Vous apercevez la skyline, le premier building de la skyline au loin, et ces buildings sont noyés dans la brume. L'atterrissage n'est pas facile. Giovanni, vous manœuvrez du mieux que vous pouvez, et puis finalement, puisque la visibilité est très mauvaise, et vous peinez à atterrir, et vous arrivez à atterrir, vous entendez les roues crisser sur le tarmac, complètement neigeux, et l'avion qui s'arrête à quelques mètres du hangar. Toujours le même comité d'accueil. 2 voitures noires, avec 4 types de Caduceus. Vous les reconnaissez, ils sont toujours aussi austères, tout en noir, habillés de noir, uniforme noir et des lunettes noires en pleine nuit. Logique. Ils sont très silencieux. Ils chargent vos affaires dans la voiture et vous proposent de vous ramener chez vous, Bogdan. Donc vous allez partir vers Brooklyn. Donc vous allez traverser le Queens et puis Williamsburg, donc le sud de Manhattan, en direction de la maison de Bogdan qui vous accueille tous. Moi, je pense qu'on va se mettre tous d'accord. Hein. Le seul étranger de Caduceus, c'est Anderson. Et donc, pour moi, c'est lui qui a fait sauter la bombe. Hein. Quelle bombe! Quelle bombe! Rappelle-moi, on était en quelle saison? On était en mars. Le mars 1933. Le mars, ok. D'accord. Je me demandais justement si le fait qu'il neige était troublant ou non. Mais non, ça l'est pas. C'est pas choquant. Non. À New York en mars, c'est pas choquant. Pas du tout. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Okay. Ouais, c'est clair. Très bien. Donc, vous arrivez dans cette petite rue qui vous est familière maintenant de Brooklyn Heights. La rue est recouverte de neige, une sorte de boue neigeuse. Les arbres sont chargés également de neige et tous les volets sont fermés. Il est assez tard, il est 22h, 22h30. La voiture, vous êtes suivi par l'autre voiture. La voiture s'arrête devant votre domicile, Bogdan. Et vous tournez le regard vers la droite et vous apercevez votre voisine, Madame Goldstein, qui est là, à la fenêtre. Elle entrouvre les rideaux. Je fais signe à mes amis. On est toujours dans la voiture. Hein. Vous êtes toujours dans la voiture. Les vitres sont un petit peu embuées, donc tu passes ta main dessus comme ça et tu la vois un petit peu comme en aquarelle à travers la vitre trempée et tu la vois qui te fait signe comme ça. Veuillez m'attendre, mes chers amis, juste un instant. Je ne serai pas là. J'ouvre la portière. Ouais, tu es saisi par le froid. Ta petite tenue, ton petit uniforme britannique ne fait pas trop son travail dans ce climat. Et donc tu es vraiment frigorifié.
On est en dessous de zéro. Et il y a un petit vent, c'est un peu les giboulées de Mars, il y a un petit vent un peu glacial qui te saisit. Et tu la vois à travers la fenêtre, et tu la vois qui tire les rideaux, qui allume la lumière. Tu vois le verre poli qui surplombe une sorte d'œil de bœuf au-dessus de sa porte, qui s'éclaire, et tu la vois qui entrouvre la porte. Madame Goldstein, comment allez-vous? Mon petit Bogdan, je suis tellement content de vous voir. J'étais tellement inquiète. Mais je ne peux pas vous dire grand-chose. Tenez, je vous donne une petite tourte. Et donc tu la vois qui tient entre ses mains, comme ça, une sorte de tourte sur laquelle elle a mis un linge. Tenez. Puis elle te regarde comme ça, te fait des sortes de clins d'œil un petit peu bizarres. Et elle se rapproche. Ils sont là. Ils vous surveillent. Prenez la tourte. Elle te tend la tourte. Donc je lui fais un regard entendu, et puis après, je suis ravi que vous soyez rentré. Écoutez, quand même, un voisin comme vous, ça me fait tellement plaisir. Et puis vous pourriez être mon fils. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Vous m'en direz des nouvelles, hein? Et puis... Je n'y manquerai pas. Et puis, saluez donc vos amis de ma part. Ils étaient fort sympathiques, tous. Et elle vous fait un petit coucou comme ça. Elle regarde un petit peu vers la voiture et vous fait un petit coucou comme ça. Avant qu'elle s'en aille, je lui attrape juste discrètement la main et je lui chuchote à demi-mot. Est-ce que tout va bien? Non, tout va bien, monsieur Bogdan. Tout va bien, monsieur Kovacs. Tout va bien. Et tu la vois qui rentre vite, qui ferme la porte, et tu entends les verrous. Clac, clac, clac. 3-4 verrous comme ça. Elle ferme. Et la lumière s'éteint. Vous êtes juste sur le palais d'à côté. Hein. Vous allez à la voiture. Pendant ce temps-là, le chauffeur ainsi que la personne qui était à côté de lui sont sortis de la voiture et sont en train de décharger sous la neige, de poser vos valises sur le trottoir enneigé. Le dîner est servi, messieurs. Et du coup, je montre la tourte. Ma gentille voisine nous fait la surprise du repas du soir. Et du coup, j'ai hâte. Et du coup, en disant ça, j'insiste avec les yeux. J'ai hâte de découvrir ce qu'elle nous a préparé. Dépêchons-nous de nous mettre au chaud. Elle sent très bonne, cette tourte. Mm-hmm. Oui, je regarde autour de nous, en fait, le quartier, c'est le quartier comme UP où t'habites ou pas, du coup Brooklyn Heights, c'est vraiment un très UP, hein. Ouais, c'est assez UP. C'est un très beau quartier c'est le plus beau quartier de Brooklyn. Et donc, c'est très résidentiel. C'est principalement des personnes âgées, retraitées, argentées. Des personnes qui sont là. Bogdan est de bonne famille. C'est un héritage familial. Ah, ok. Du coup, moi, du coup, quand on est sorti de la voiture, je regarde un peu autour de moi. Je fais un peu, je tourne autour de moi. Je regarde un peu et je découvre un peu le magnifique quartier où on nous a amenés. Hein. Quoi sert l'argent si ce n'est être dépensé parfois. Vous vous engagez sur le chemin justement qui mène à la maison. Et Bogdan, tu trouves ta clé, tu ouvres la porte. La maison est fraîche. Faites comme chez vous, messieurs. Je me dirige vers la cheminée pour allumer un feu. Voilà. Vous me doublez. Effectivement, c'est exactement ce que j'allais faire. Merci beaucoup, Giovanni, pour votre prévenance. Messieurs, installez-vous. Voilà, vous êtes dans le salon que Robert ne connaît pas, mais c'est un petit peu l'endroit où Bogdan a décidé d'accueillir toutes les autres personnes de l'équipe. Et là, c'est le salon qui est un petit peu votre QG, avec un grand beau window où vous prenez vos repas, ici, un mur de bibliothèque, des endroits pour travailler, un bureau. Voilà, un espace plutôt agréable qui retrouve justement sa chaleur et sa douceur une fois que Giovanni a allumé le feu. Vous vous posez, vous êtes bien repu de cette journée de voyage entière et de ces péripéties. Moi, je voudrais quand même monter d'abord à l'étage pendant qu'ils sont en train de s'installer là. Ouais.
Parce que j'ai 2 choses à vérifier. La première, c'est de me mettre à la fenêtre, à l'étage, dans le noir, parce que bon, on est quand même parti en laissant je pourrais dire, quelques relations pas forcément sympathiques. Et puis, on a aussi laissé un objet que je voudrais m'assurer qu'il soit toujours en place. Il voit ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, un clin d'œil. Celui que vous avez caché. Sauf Bogdan qui n'est pas censé savoir. Eh oui, celui-là même. Celui-là même. On était sûr que tu chercherais pas ici, justement. Comment accueillez-vous, Bogdan, comment accueillez-vous Robert? Puisqu'en fait, c'est un peu le nouveau venu, il connaît pas du tout les lieux. Robert, chez moi, c'est très simple. Vous êtes comme chez nous. Nous avons tissé des liens indéfectibles. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez aller et venir comme bon vous semble. J'ai une chambre supplémentaire, gardien. Bien sûr. Donc, cette maison est une maison typiquement victorienne. Elle est donc géorgienne. Elle est donc... il y a un étage, et puis il y a une tour. Il y a une tourelle dans laquelle vit Bogdan. Et au premier étage, il va y avoir une chambre qui fait face à la rue, une chambre côté cour, et puis un bureau et une autre chambre bibliothèque. Voilà. Donc de quoi accueillir à peu près 5 personnes. Sans aucune difficulté. La seule règle, mon cher Robert, c'est qu'il est interdit de taper dans ma réserve de brandy sans m'en servir en préalable. Au-delà de ça, faites comme chez vous. Tac. Merci beaucoup. Je pense que je fais également un tour rapide de la maison pour voir des fenêtres, si ça n'a pas été forcé. Ce que tu vois en revanche, c'est que tu viens de poser la tourte sur la table basse, ici, et tu remarques que sous la tourte, il y a un petit mapperon qui fait entre le plat et la tourte, et il y a une petite feuille qui dépasse légèrement. Donc, j'ai fait le tour de la maison, il n'y a rien eu ou pas. D'abord, Non, je viens de découvrir la vanne. Pardon. Voilà. Donc, je dois vous avertir, mes amis, que si ma bien-aimée voisine nous a préparé ce repas, ce n'est pas sans un intérêt certain, qui est celui de vouloir nous faire passer un message. Donc, et là, je sors le papier de la tourte. Le papier est un peu gras, il est taché justement de graisse, mais tu peux lire dessus, ça a été écrit à la main assez rapidement. Je pense que cette tourte, elle se l'a réservée pour elle, et elle a trouvé ce prétexte-là. Et elle a écrit « Ils sont là ». Ils sont là et ils vous surveillent. Ils sont venus tous les jours tourner autour de la maison. Méfiez-vous, ce sont des sales types. Ah là là, ces sales rétals belliqueux. Ils sont encore venus me demander où vous étiez passé. Ah, vous me connaissez. Je n'ai rien dit. Mais le monsieur de la dernière fois, le même, il était beaucoup moins cordial cette fois. J'ai eu très très peur. Faites attention. Voilà. Point. D'exclamation. Je pense que je l'ai lu à haute voix. Oui. Est-ce que vous pouvez prendre place dans le salon, aux endroits où vous voulez vous poser? Il est 23h, il y a cette tourte. Moi, je suppose qu'ici, les 23h, on a déjà mangé, peut-être, non? Non, mais voilà, c'est à peu près le même moment. Bogdan vient de vous révéler le contenu du courrier. Il y a quelqu'un qui regarde Bogdan et je lui demande, mais ne mangeons pas la tourte? Ah, bien sûr que si. Là, je me relève tout de suite et je me rends en cuisine pour réchauffer la tourte et couper 4 parts généreuses. Ok, et vous vous mettez où pour le coup? Pour manger au niveau de la bow window peut-être? C'est un bureau? Non, c'est une table? C'est plutôt une table, c'est un peu un endroit de détente. Ça peut servir de bureau, mais souvent vous vous retrouvez là pour boire un coup, manger un bout. La dernière fois, c'est là que vous aviez réfléchi au plan d'action pour les mafieux.
Installez-vous, Ok. messieurs, j'ouvre une bouteille de vin et... Alors vous vous installez. Vous vous installez. Pendant ce temps, Bogdan vous tourne le dos et va chercher une bouteille de vin dans son bar. Sous un globe. Alors moi, Un je l'avais globe en rien bois. repéré tout à l'heure en montant à l'étage. Tu n'as rien repéré en montant à l'étage. Regardant Tu as par la jeté un fenêtre, coup il y avait d'œil à la rien. fenêtre, c'est ça? C'est ce que tu avais fait? Ouais, je regardais à la fenêtre parce que je Oh, Ok. m'attendais peut-être à avoir une visite de nos... Et ben à peu près au même moment, au moment où il aïoulos. s'installait, toi tu étais toujours à l'étage, justement, tu vois passer une voiture. Une vieille Buick. Et la voiture passe devant la maison et ralentit devant la maison. Est-ce que je peux avoir une idée réflexe? Vas-y, Est-ce Faut que le je dois faire. faire un test ou je peux Vas-y. y aller comme ça? dis-moi. Je hurle depuis le couloir à l'étage, je hurle « Mettez-vous à l'abri ». Ok, ça marche. Donc vous entendez, bah vas-y, fais-le. Mettez-vous à l'abri! Couchez-vous! Le Carapact. Au même moment que vous entendez donc l'alerte donnée par Sofiane, vous apercevez une voiture passer au ralenti et qui éteint les phares en passant, suivie d'une deuxième, très lentement, dans la rue. Et puis elles accélèrent toutes les deux, et vous les entendez disparaître comme ça, s'éloigner. Le modèle de la voiture? C'est deux Ah, Buick noirs. Un modèle italien. Non. Vous entendez une voiture à nouveau. Que faites-vous? Vous êtes caché, j'imagine, derrière les tables, non? Je sais pas, il faut me Alors, décrire un petit peu ce que vous Derrière faites. le fauteuil, ouais. Je suis au sol, moi. Moi, comme je suis toujours à l'étage, probablement dans un recoin de la fenêtre, je scrute pour voir s'il n'y a pas des gars qui sortent. Je m'attendais à ce qu'on soit se mitrailler à l'ancienne, à l'italienne. Ok. T'es à la fenêtre. À Un petit l'étage, peu, ouais. tu t'es caché dans l'ombre. C'est ça, d'un derrière le rideau. double rideau, par exemple. Voilà. Et tu vois à travers la vitre, tu vois une voiture, phare éteint, se garer juste derrière la voiture de Bogdan. Fais-moi un test de toc. Vous entendez, quant à vous, tous les quatre tous les trois qui êtes aplatis certainement au sol ou cachés, vous entendez juste le bruit de pneus qui craquent dans la neige, une neige qui craque comme ça, et un moteur qui s'arrête devant la maison. Moi, je me relève. Tu te relèves. Je disais que, sachant qu'il n'y a pas de coup de feu, je me relève en entendant les bruits de voiture. Tu te relèves frontalement au beau window ou tu te relèves un petit peu Frontalement. frontalement? Ok. Sofiane, tu vois des éclats métalliques dans la lumière des réverbères à l'intérieur de l'habitacle. Que je devine comme les canons de fusil, peut-être. Disons que ton intuition te pousse à penser que ça peut être effectivement des canons de fusil. Les amis, préparez-vous, ils arrivent. Prenez des armes, trouvez quelque chose pour vous défendre. Je pense qu'ils vont essayer de nous donner une leçon. Robert, Giovanni, que faites-vous? Que Moi, je faites-vous, pose la Robert? tourte, du coup, je pose la. Quand j'ai entendu l'alerte donnée, donc je pose l'assiette avec la part de tourte et puis j'essaie de. Il était question tout à l'heure d'avoir des fusils qui étaient entreposés, exposés. Éventuellement, c'est d'aller récupérer un fusil. Hein, du coup. Ok. Les deux, ouais. Ok. Par contre, les cartouches ne sont pas là. Donc Giovanni, qu'est-ce que vous faisiez? Ben, moi, j'étais en train de vouloir demander à Bogdan vos pétoires sont où, mais quand je vois que Robert ne les a pas, je gravis 4 à 4 les escaliers. Parce que je sais que je croyais avoir dit que les pétoires étaient. Enfin, je ne l'ai pas dit en fait, mais au-dessus de la cheminée. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, exposés comme des pièces de collection. D'accord, mais moi j'ai toujours le pistolet extraterrestre, donc je monte en haut des escaliers pour me poser en face de la porte pour arroser si jamais ça rentre, pour Très bien. tirer à coups de pistolet extraterrestre à travers leur Très face. bien, c'est parfait. Les portes s'ouvrent et deux types se déplient. Ils sont énormes. Ils ont des chapeaux de feutre vissés sur le crâne.
des carrures massives, avec des costumes trop petits pour eux. En s'extirpant des véhicules, vous les voyez effectivement qui sortent de lourdes... c'est pas des Thompson, mais c'est des mitraillettes. De lourdes mitraillettes. L'un d'eux ouvre la porte arrière du véhicule, et du véhicule sort un type assez maigrelet, voûté, qui clopine un peu comme ça derrière eux. De l'autre côté du véhicule, faisant le tour par l'arrière, par le coffre, sort également un autre type, assez grand, qui ne semble pas être armé, qui a les mains dans les poches, et qui a l'air d'être le boss de la fine équipe. Tous les quatre se dirigent vers le porche, vers les marches qui conduisent à la porte d'entrée. Bogdan, vous les voyez? Vous voyez le petit comme ça qui lève la tête parce qu'il vous voit à la fenêtre. Il ressemble à ça. C'est un peu au ralenti. Vous vous toisez l'un l'autre. Et tu vois, comme ça, il y a les deux gros colosses qui sont là en train de monter les marches, qui font pas attention à vous. Et puis, comme ça, il lève la tête vers la fenêtre, comme ça, il fait... Il monte les marches pour venir à mon palier. Hein. Ouais. Et derrière, tu vois un autre gaillard, bien plus imposant, qui a pas l'air commode du tout, qui, au lieu de te regarder, appuie sur le devant de son feutre pour se l'ajuster. Il ressemble à ça. Voilà. Assez jeune, la trentaine. Vous entendez à la porte taper. Une première fois. Et vous entendez une petite voix à travers qui dit « Allez quoi, ouvrez les gars !»